Je n'ai pas crié en ouvrant la porte. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas jeté le bouquet que je tenais encore à la main. Je suis resté là, immobile, à regarder l'homme que j'allais épouser, enlacé dans les draps avec la femme à qui j'avais confié la place de celle qui serait à mes côtés à l'hôtel. Leur halètement emplissait le silence. Son visage est livide. Sa bouche est ouverte, puis refermée comme celle d'un poisson qui s'étouffe. Mais je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement sorti mon téléphone de ma pochette et composé un numéro. « Venez dans la chambre 214, ai-je dit à sa mère. Amenez tout le monde. » Et puis j'ai attendu. Nous n'avions pas toujours été comme ça. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était l'homme qui m'apportait du café à 3 heures du matin pendant que j'étudiais. L'homme qui me murmurait des projets d'enfants, de voyage et de vieillir ensemble. Il était le charme incarné, porteur de promesses solides, et je croyais chaque mot. Je lui faisais tellement confiance que lorsque de petites failles apparaissaient, ses nuits blanches, son téléphone posé face contre table, je les dissimulais sous des excuses. L'amour rend aveugle, dit-on. Mais je n'étais pas aveugle. Pas vraiment. J'étais observatrice, patiente. Et quand j'ai trouvé le message, celui où elle écrivait « La nuit dernière valait le coup », je ne l'ai pas confronté. Je lui ai souri ce soir-là. Je l'ai embrassé tendrement et je lui ai dit combien je l'aimais. Parce que j'avais déjà décidé de la fin de cette histoire. Le jour de notre mariage, j'ai joué mon rôle à la perfection. Robe blanche, sourire figé. Chaque invité voyait ce qu'il voulait voir. Une mariée rayonnante de bonheur. Seul je savais que sous le satin et la dentelle, chacun de mes gestes faisait partie de ma mise en scène. Quand la coiffeuse et la maquilleuse sont parties, quand la salle s'est vidée, quand il ne restait plus que moi et le silence avant les vœux, je me suis éclipsé. Une clé que j'avais empruntée des semaines auparavant s'est glissée dans la serrure de sa chambre d'hôtel. Et là, la confirmation. Leur trahison le matin même, où ils auraient dû me célébrer. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il s'est endurci. Quand sa famille est arrivée, je m'étais déjà écarté, leur offrant une vue imprenable sur le lit. Son père se figea sur le seuil. Sa mère se serra la poitrine. Ses frères jurèrent entre leurs dents. La honte sur son visage était jouissive. Mais je n'en avais pas fini. Je tendis à sa mère un dossier que j'avais préparé des semaines auparavant. À l'intérieur, des relevés bancaires, des photos, des messages imprimés. Chaque détail de sa liaison avec ma demoiselle d'honneur, chaque mensonge, chaque rendez-vous secret. Je la vis parcourir les preuves en silence, les lèvres s'articulant silencieusement. Puis je pris la parole. Vous avez élevé un homme qui m'a promis l'éternité tout en me trompant avec ma meilleure amie. Aujourd'hui, vous m'auriez tous vu jurer fidélité à un escroc. Alors, voilà ce qui va se passer. Ils me fixèrent, attendant. J'expliquai calmement, presque avec douceur, comment j'avais déjà transféré l'acompte qu'il m'avait versé pour notre future maison sur un compte à mon nom, un argent qu'il ne pouvait plus toucher. Je leur racontai comment le contrat commercial que son père l'avait aidé à conclure me désignait désormais comme copropriétaire, grâce à des documents qu'il avait signés sans les lire, me faisant aveuglément confiance. Des murmures d'effroi parcoururent la pièce. Il secoua la tête en marmonnant. Non, non, ce n'est pas possible. Mais si. Et puis, le coup de grâce. Je sortis de ma pochette les pages pliées du contrat prénuptial que j'avais glissé dans les papiers de notre mariage. Il l'avait signé sans hésiter, désireux de prouver sa fidélité. Ce contrat stipulait que s'il me trompait, tous ses biens, toutes ses voitures, toutes ses propriétés, tous ses investissements me reviendraient. Je le laissai le lire à voix haute. Voir ses mains trembler valait mieux que n'importe quel vœu prononcé à l'autel. Sa famille se retourna instantanément contre lui. La voix de son père tonna. Sa mère pleura, lui demandant quel genre d'homme il était vraiment. Mais je restai là, imperturbable au cœur de la tempête. Tu voulais m'humilier, lui dis-je. Tu pensais que j'allais craquer, mais au lieu de cela, je t'ai exposé à eux, à moi-même, à la vérité. Ce mariage est terminé, mais cette histoire ne t'appartient plus. Elle est mienne. Et puis je suis parti. Plus tard, j'ai appris comment tout s'est terminé pour lui. La honte s'est répandue comme une traînée de poudre dans la salle de réception, puis dans toute la communauté. Son père l'a coupé les vivres. Sa mère a refusé de lui parler. Les associés qui lui faisaient confiance autrefois nous regardaient désormais, elle et moi, la demoiselle d'honneur qui pensait me l'avoir volée. Il ne lui restait plus que le déshonneur qui tachait son nom. On me demande parfois si je regrette. Si je regrette de ne pas avoir crié, de ne pas m'être effondré, comme on s'attend à ce qu'une femme trahie le fasse. Mais non, car j'ai appris quelque chose dans cette chambre d'hôtel. La vengeance n'a pas besoin d'être bruyante. Elle n'a pas besoin d'être sanglante ou violente. Parfois, la vengeance la plus puissante est le silence.
la préparation, la patience. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas jeté de verre. Je n'ai pas versé une larme. J'ai simplement ouvert une porte, révélé la vérité et les laissé se noyer dans le monde qu'il s'était créé. Et en m'éloignant, je me suis enfin senti libre, car sa destruction n'a jamais été ma chute. C'était ma victoire.